Ok, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour venir parler du kernel Linux. Ça me fait toujours bizarre quand j'arrive dans une conf et que je vois que je fais salle comble avec un truc qui parle du kernel. Mais c'est toujours un énorme plaisir. Donc merci beaucoup. J'espère que vous passez un bon Devox jusqu'ici. Merci beaucoup à l'organe de m'avoir invité. C'est un petit peu particulier pour moi de me retrouver ici parce que Devox, ça a été la première conf que j'ai fait en tant qu'invité. Et du coup, ça me fait un petit peu bizarre, quasiment 10 ans après, de revenir ici, mais en tant que speaker. Donc je suis vraiment très content d'être là. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a un an et demi à peu près, où on a reçu des serveurs et on a eu un petit problème avec des cartes réseau. Et à force de creuser, 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 on s'est retrouvé au cœur du kernel Linux. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Florian Forestier, je suis consultant pour une société qui s'appelle Zenica. Je donne également des cours à l'université Clermont-Auvergne, puisque je viens de Clermont-Ferrand. Donc si vous ne savez pas où est Clermont-Ferrand, c'est normal, vous prenez la carte de France, vous tracez une barre tout au milieu en vertical et tout au milieu en horizontal, et c'est à peu près par là. Euh, donc je donne également des cours en génie logiciel, en technologie cloud, des genres de choses. Et je suis à peu près dispo partout sur les internets, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez continuer à discuter, ça sera avec grand plaisir. Et du coup, notre histoire commence un beau matin de novembre au bureau avec mon ancienne équipe, du coup chez mon ancien employeur. J'étais déjà démissionnaire, donc la majorité de mes journées c'était de rédiger de la doc, finir de corriger des bugs chiants que personne ne voulait corriger et que je mettais au fond de ma backlog depuis 6 ans. Donc des trucs assez sympas, mais une journée classique. Et l'équipe, eh ben, en fait c'est une équipe assez réduite, puisqu'on était une équipe de 3 développeurs. Nos technologies habituelles, c'est du Golang et du Svelte, avec une philosophie DevOps, You Build It, You Run It. Mais voilà, sur des stacks tout à fait classiques. Bon, le Golang, en règle générale, on fait plus souvent du Java en entreprise, mais malgré tout, ça reste quelque chose d'assez standard. Et on a tous entre 4 et 6 ans d'XP. J'étais le plus ancien à l'époque. Donc pareil, on n'est pas une équipe avec une seniorité incroyable sur ce projet-là. Tout ça pour dire qu'on n'est pas trop le style de personne à aller s'amuser à bidouiller le kernel le matin en mangeant un croissant et en buvant un café. Et soudain est arrivé dans le bureau un manager. Et ce manager, on va l'appeler Rémi aujourd'hui, désolé s'il y a un Rémi dans la salle, il arrive avec la phrase que tout le monde adore entendre quand on fait de l'IT, une phrase qui nous impacte encore plus que voici 20% d'augmentation sans avoir rien demandé. Et cette phrase c'est ça marche pas. Voilà, donc ça c'est la phrase, on l'a tous eu, on adore tous l'entendre, ça marche pas. J'ai des serveurs qui viennent d'arriver et le réseau dessus il marche pas. Bon, bah d'accord, c'est cool. Par contre, nous on s'interroge quand même un petit peu parce qu'on était, j'étais dans une petite entreprise, une vingtaine de personnes, mais dans cette entreprise on avait des admins système, des admins réseau très compétents, très capés. Et du coup, ce qu'on se dit, bah, c'est un petit peu bizarre parce que déjà, tu es le manager de la PKI. Alors nous, on était côté dev, donc c'était pas du tout notre manager, hein, il n'avait rien à voir avec nous. Il vient pour un problème réseau. On a des équipes qui sont dédiées à ça, qui opèrent des data centers. On opérait 3 data centers, donc avec du BGP, tout ce genre de choses. Donc des gens quand même assez capés pour aller résoudre des problèmes réseau. Sur du hardware custom, et ça c'est pareil, c'est pas habituel, puisque chez nous on était sur du VMware et sur de l'OpenStack, un peu plus de 6800 machines, donc on commençait à avoir une volumétrie assez intéressante. Et tu viens demander à l'équipe de dev de résoudre ton problème de réseau. Donc là, on se regarde un petit peu dans le bureau tous les trois et on se dit bon bah oui, ok, mais je pense que t'as pas frappé à la bonne porte. C'est pas ici qu'il faut venir voir. Et en fait, en creusant un petit peu, donc en essayant de comprendre ce qu'il entend par ça ne marche pas, on se rend compte qu'il y a quand même un petit peu de sens. En fait, la PKI a acheté ce matériel-là. Alors c'est du matériel refurbished, donc c'est du reconditionné, hein, c'est du recyclé qui a 5-6 ans. Pour un lab grandeur nature. Ils voulaient monter un cluster Proxmox pour faire des trucs de PKI. Et du coup, ils ont commandé du matériel. Et quand ils ont reçu le matériel, ils se sont rendus compte que, bah, en installant leur Debian, ça fonctionnait pas. Du coup, ils ont demandé à l'équipe réseau. Et l'équipe réseau n'a pas trouvé. Du coup, on a un petit peu le dernier espoir, puisqu'ils ont acheté du matériel, on va en parler juste après. C'est du matériel qui coûte 28 000 euros pièce, ils en ont acheté 8. Et comme c'est du refurbished acheté en République tchèque, pour réussir à se faire rembourser, ça va être un petit peu tendu. Du coup, on récupère une des lames qu'on pose dans notre bureau. Et ces lames-là, on va juste en parler rapidement parce qu'ils se sont dit on va monter un lab, mais on va monter un joli lab. On va faire un truc, ça va quand même être assez sympa. Donc ils ont acheté 8 machines avec 700 Go de RAM dedans, 20 Tera de disques chacune, hein, c'est individuel, donc vous faites x8. Avec 48 cœurs Intel, donc c'était du Xeon Gold, alors un petit peu vieux, mais malgré tout c'était quand même sacrément sympatoche. Et sur les cartes réseau, ils avaient pris ces modèles-là de cartes, donc des HPE QLogic Fastlink 45000 x2. Et ces trucs-là, normalement, c'est 100 gigasecondes chacune. Donc on est vraiment sur déjà de l'infra de lab, mais une belle infra de lab, hein.
Et ça, du coup, il y en a 8 et il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc les serveurs démarrent, il n'y a pas de souci, mais par contre, le réseau, on l'a pas. Sauf sur la carte d'admin 1 gigabit seconde. Donc si on passe de 200 gigabits seconde à 1, ça va être compliqué, il va nous falloir trouver une solution. Bon, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va regarder le BIOS, tout simplement pour vérifier que déjà, est-ce que les cartes existent bien? Est-ce qu'elles sont réellement à l'intérieur du data center? Est-ce que c'est pas juste deux bouts de fibre optique qui ont été glués sur le châssis et c'est bon, il y a une carte, regardez, ça va bien se passer. Et on voit bien les cartes réseau. Donc là, c'est bon, on a des cartes, elles sont là, elles existent, elles n'ont pas brûlé, elles n'ont pas disparu pendant le transfert. Et là, du coup, l'erreur la plus grosse de toute l'histoire que je vous raconte, c'est qu'on s'est dit, mais du coup, tranquille, c'est juste un driver, et ça va bien se passer. Donc, déjà, on était optimiste, parce que driver réseau avec Linux, il y a un historique, il y a un passif. Hein. Moi, j'ai commencé à faire du Linux, c'était en 2010 ou 2011, avec des cartes réseau Wi-Fi, j'ai des souvenirs assez particuliers. Donc, c'était déjà un petit peu optimiste, mais au final, c'était bien plus compliqué que ça. Du coup, on commence, on prend notre serveur, on installe une Debian 12. Bon, assez logiquement, ça ne fonctionne pas. Normal, hein, les équipes d'admin système réseau, ils ont tenté la même chose. Donc, on ne s'attendait pas à quelque chose de bien différent. Par contre, on commence à lancer des petites commandes de diagnostic. Donc, on commence avec LSPCI. Globalement, LSPCI, ça vous permet juste de lister tout le matériel qui est raccordé à votre ordinateur, tous les périphériques. Ça vous allez avoir des informations sur les barrettes de RAM, sur leur cadencement, sur le CPU, sur les cartes réseau. Vous avez toutes ces informations-là. C'est vraiment votre gestionnaire de périphériques. En tout cas, la manière de pouvoir lire vos périphériques. Par contre, quand on fait un IP-Link, qui nous permet de voir toutes les cartes réseau et comment elles sont reliées, leur adresse IP, leur adresse MAC, etc., là par contre, il n'y a personne. Donc, on voit les cartes, par contre, impossible de les configurer, en fait, elles existent physiquement, mais par contre, on ne sait pas que c'est une carte réseau, on ne sait pas quoi en faire. On récupère du coup les erreurs dans DMESG. DMESG, pour le faire très rapidement, c'est le journal de bord de votre Linux. Dedans, il y a tout ce qui s'est passé sur le système depuis que vous l'avez démarré. Et on récupère notamment ces 5 lignes-là. Alors c'est un petit peu petit, je ne sais pas si je peux zoomer un tout petit peu, histoire que ce soit... Ouais, ça serait peut-être un petit peu mieux. Hop, donc on installe, on regarde notre DMESG, et on a pas mal de choses intéressantes. Déjà, la première, c'est qu'on a bien l'info qu'on a des cartes réseau, elles existent, et on tente de les démarrer. Donc ça, c'est les deux premières lignes, on se dit « Ah, c'est bien, on sait ce que c'est ». Ensuite, par contre, on a 3 lignes qui font moins plaisir. Fail getting number of images, alors quoi que ça veuille dire, hein, vu que c'est des cartes réseau. Failed to populate NVMe info shadow. Et ensuite, la dernière ligne, par contre, celle-là, on la comprend bien. HW prepare failed, donc hardware prepare failed. Celle-là, c'est bon, elle est claire. Ça nous permet quand même d'apprendre un paquet de choses. La première, c'est que nos cartes réseau, elles sont bien reconnues par le kernel. Donc, notre système les voit et tente d'en faire quelque chose. On tente de les monter, ces cartes. Par contre, ça coupe après. On apprend également en regardant les logs qu'en fait il y a deux bouts de programmes qui sont appelés, hein, on le voit sur les petites parties d'appel de fonction, c'est QED et QEDE. On ne sait pas ce que c'est pour l'instant, mais en regardant un petit peu, on se rend compte que c'est des drivers réseau qui sont censés s'occuper de cette carte-là. Et quand on dialogue un petit peu avec nos amis des équipes réseau, on apprend que ce genre de carte, en fait, ça devrait apparaître comme 4 cartes de 25 gigasecondes, et qui du coup au final nous forme notre agrégat de 100. Donc en fait on est censé avoir 8 cartes réseau qui s'affichent, plus celle d'admin, et on n'a que celle d'admin. Donc bon, si on les voyait, il y aurait vraiment une grosse différence. Et le driver plante à l'initialisation de la carte. Donc on se dit, bah, il doit exister un driver, et on se met à chercher un driver sur Internet. Donc on demande à Google, on est fin 2024, donc on avait essayé ChatGPT, ça n'avait pas été probant, et on trouve des drivers chez HPE, qui sont en fait juste des QED, QEDE qui sont repackagés avec aucune modif dedans. Donc c'est juste ils ont repris le code et puis ils l'ont remis en .zip. C'est pratique, ça va pas nous aider. Et que pour des vieilles versions du kernel, et cerise sur le gâteau, que pour du Red Hat Enterprise Linux et du SUSE. Et bah, nous on veut du Proxmox. Proxmox ça fonctionne très bien avec une base Debian. Et on n'a pas spécialement envie d'aller payer des licences à nos amis de chez Red Hat et de chez SUSE. Donc on se dit qu'il va nous falloir trouver autre chose. Cette recherche-là, hein, on a passé un petit bout de temps, on a été jusqu'en page 28 sur Google. Alors, je ne sais pas si vous passez souvent la page 2, mais quand vous arrivez à la fin de la page 28, c'est vraiment, vous avez cherché longtemps, quoi. Ça a été compliqué. Et je vous confirme que ça a été compliqué. Ça reste intéressant quand même parce que quand on fait nos recherches, en allant tout au fond de nos 28 pages de résultats Google, on apprend qu'en fait nos HPE QLogic c'est que des rebrandings. En fait à l'origine c'était Marvel QLogic. Alors eux ils ont mis 2 L par contre. C'est pas Disney, on aurait préféré. Mais non, c'est pas les mêmes.
Et ces drivers-là, ceux qui sont proposés en ligne, c'est que pour du Red Hat Enterprise 7 et du SUSE 12, ce qui est déjà des vieux OS à l'époque. Red Hat Enterprise 8 était sorti depuis un petit bout de temps, SUSE 15 était sorti, donc c'était déjà des vieux OS. Du coup, ce qu'on se dit intuitivement, c'est bah, ces cartes-là, elles devraient marcher en fait out of the box, en natif. Tout simplement parce qu'elles n'ont que 5 ans, donc elles ne sont pas si vieilles que ça, et le kernel Linux les distributions Linux de manière générale se font un point d'honneur à garder de la rétrocompatibilité. Il y a quelques mois, il y a eu des améliorations sur la lecture des disquettes 3 pouces et demi dans le kernel qui est à l'end. Donc normalement des cartes qui ont 5 ans, en théorie on devrait quand même réussir à en faire quelque chose. Et du coup la question qu'on se pose c'est est-ce que ça serait un bug des gens qui font Debian, donc qui prennent, on va reparler un petit peu après, mais qui prennent le kernel, qui prennent plein de packages et qui vous sortent une distribution avec une interface graphique ou pas en fonction de là où vous voulez être, avec un gestionnaire de paquets, de daemons, etc. Du coup on se dit bah, peut-être qu'en fait c'est les gens de chez Debian, ils ont fait une erreur quand ils ont packagé l'OS, ça peut arriver. Du coup, on tente d'installer plein de trucs sur nos serveurs. Alors on tente une Ubuntu, parce qu'on se dit, bon bah Ubuntu c'est une Debian, mais ils ont mis tous les drivers non-free dedans, donc ça doit marcher. Bon bah non, ça fonctionne pas. On prend une CentOS Stream, parce qu'on se dit, bah en fait c'est censé marcher sur Red Hat Enterprise Linux, et CentOS Stream c'est la version instable, c'est la version qui n'a pas encore été vérifiée, taguée des Red Hat Enterprise Linux. Donc on se dit, bon bah si c'est censé marcher sur Red Hat Enterprise Linux, normalement CentOS doit bien se passer. Bah non plus. Juste dans le doute, pour le fun, on se dit on va tenter une Alpine Linux. Voilà. Alors, pour les gens qui font de la conteneurisation, c'est la base que vous utilisez pour vos images conteneurs, ça fait 20 mégas, enfin voilà, c'est minuscule. C'était vraiment pour le fun. Bon, non, ça fonctionne pas non plus. Et là, du coup, eh ben, en fait, on a un petit peu envie d'abandonner. On arrête à ce moment-là, ça fait malgré tout le temps de lancer tous les diagnostics et tout, ça fait bien une bonne journée et demie, 2 jours qu'on est dessus, et puis ben, on a quand même, nous, à côté de ça, notre backlog à dépiler, des features à sortir, des bugs à corriger, bref, on a une vie d'équipe de développement normale et classique. Et du coup, rien ne marche, il n'y a pas de driver disponible, on a été jusqu'en page 28 de Google. ChatGPT n'a pas aidé non plus à l'époque. Bon, bah, on se dit tant pis. Et du coup, on retourne voir notre manager, Rémi, et il nous dit bon, bah déjà, merci d'avoir essayé, parce que c'était de toute façon un petit peu le dernier espoir qu'on avait, donc bon, bah tant pis. On va tenter de renvoyer les serveurs en République tchèque. Mais en attendant qu'on arrive à se mettre d'accord sur les papiers et compagnie, garder un serveur à dispo sur un coin de table. Comme ça, si jamais vous avez une idée dans les 7-15 prochains jours, le temps qu'on fasse les bons de retour et tout, bah, vous essayez, et puis si ça fonctionne, on dit gentiment à la personne qu'en fait on les garde, et ça sera super. Du coup, on conserve un serveur sur un coin de bureau. Alors, soit dit en passant, on a fait tous les debugs dans le bureau, dans l'open space avec tout le monde, donc tout le monde était super ravi d'entendre le serveur qui démarrait avec les ventilateurs à donf pendant 45 secondes. C'était une expérience aussi. Et en fait, ce sujet-là fait un petit peu le tour du bureau, le tour de tous les bureaux qu'on avait à Clermont-Ferrand. Et du coup, il y a plein de gens qui passent et qui nous disent ah, il faudrait qu'on essaye ça. Donc ils allument le serveur, ils tentent leur truc. Bon, ça fonctionne pas. Il y a plein de gens qui vont passer comme ça, une vingtaine de personnes qui vont tenter des trucs. Et puis, il y a un vendredi soir, vers 18 h, donc tout le temps au moment où il faut faire des trucs, hein, des mises en prod, avoir des idées révolutionnaires, etc. Forcément, une idée à la con, et en règle générale, ce genre d'idée, c'est moi qui les ai, de se dire, hey, si on prend cette vieille Ubuntu 18, qui est dépréciée, qui est sortie en 2018 ou 2017, je sais plus, que plus personne n'utilise, et qu'on l'installe, ça donne quoi? Et là, forcément, tout le monde me dit, bon, bah, c'est une idée un peu débile, parce que, comme je vous le disais, il y a quelques mois, ils ont rajouté le support des floppy, enfin, ils ont rajouté des fonctions d'optimisation de lecture des disquettes 3,5 pouces dans le kernel, donc normalement, un truc d'il y a 7 ans, pas censé avoir de grosses diffs. Donc tout le monde me dit bah ouais c'est un peu bizarre parce qu'on casse pas la compatibilité ascendante normalement dans Linux. Donc on peut tenter mais voilà. Et ben en fait notre Ubuntu 18 fonctionne tout droit. On a nos cartes qui apparaissent. Alors là vous en avez mis que 4 hein, mais du coup les 4 autres apparaissent bien et celle d'admin aussi. Donc on a tout le monde est là, ça fonctionne. Et direct, hein, pas d'install de driver ou autre, on retire le CD et puis c'est parti quoi. Et là du coup on hésite entre la joie et l'envie de pleurer. Alors la joie parce que ça fonctionne déjà, donc on se dit c'est cool, on va pouvoir essayer de faire quelque chose. Mais par contre, on se dit, si on arrive et qu'on dit à l'équipe de sécu, ok, ça fonctionne. Par contre, sur un OS qui est plus supporté, qui date d'il y a 8 ans, et vous pouvez surtout pas le mettre à jour, parce que sinon, ça va tout péter, ils vont pas être contents. Du coup, on est content, on va pouvoir diagnostiquer un petit peu ça, mais il faut qu'on trouve une solution un peu plus durable que de dire, mais restez sur ce vieil OS qui date d'il y a 7 ans, et puis on continue comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le noyau de notre Ubuntu 18, donc le kernel. On va reparler dans 2 minutes de ce que c'est précisément ce truc-là. Et on va récupérer ce noyau, du coup compilé, hein, voilà, notre kernel compilé.
et puis on va dire à notre Debian 12, qui a rien demandé à personne, hein, qui lui est sorti avec un kernel qui est 7 ans plus jeune, démarre sur ce vieux 4.15 pourri, s'il te plaît. Et ça marche. Donc, là déjà, on est déjà surpris que le truc est accepté sans broncher, mais c'est la preuve que Linux et les distributions Linux sont un écosystème très résilient. Et on se dit à ce moment-là, ok, on a une 4.15 qui marche, mais peut-être que c'est les gens qui éditent Ubuntu, Canonical, qui ont fait un fixe pour que ça marche spécifiquement sur leur OS. Du coup, dans le doute, on reprend le 4.15, mais le code source du kernel en 4.15, on le compile à la mano et on le démarre dessus. Et ça marche aussi. Et là, on se dit, eh ben, ça va être rigolo, parce que le bug, il est quelque part dans le kernel Linux, et la question, c'est de comment faire pour le trouver. Parce que notre Ubuntu 18, elle est sortie il y a 6-7 ans à l'époque, donc kernel 4.15, Debian 12, kernel 6.1. Et ils sont pas en semantic versioning, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une 28 release principale, on va dire. Pour la petite anecdote, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, là, puisque Linux, le kernel 7.0 est sorti il n'y a pas longtemps, Linus Torvalds, qui est le créateur et encore un des mainteneurs principaux, explique qu'en fait il change de premier digit, donc le 4, 5, 6 là au tout début, il le change quand il a plus assez de doigts sur ses mains et ses pieds pour pouvoir compter la version sur laquelle il en est. Donc on est sur un niveau de semantic versioning très avancé. Tout ça pour dire qu'il y a plus de 4 ans de commit sur le projet le plus gros du monde, avec Chromium. Et là, du coup, on se dit ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais ouvrir juste une petite parenthèse rapidement, parce que ça fait 10 minutes que je vous parle de kernel Linux, mais en fait, qu'est-ce que c'est précisément le kernel Linux? Le kernel, c'est basiquement un gros morceau de code qui va gérer tous les fondements du système. Donc, il va gérer l'allocation mémoire, la gestion des instructions processeurs, une bonne partie de la communication réseau, etc. C'est du très très bas niveau, c'est du C, il y a un petit peu de Rust aussi qui se balade, il commence à mettre de plus en plus. C'est un projet qui est énorme, on parle de dizaines de millions de lignes de code, même je pense que je suis largement en dessous de la réalité, des dizaines de milliers de contributeurs à travers le monde, bref, c'est un projet quand même assez gros. Et en fait, quand on parle de distribution Linux, on parle d'un système d'exploitation qui utilise ce kernel, mais il y a plein d'autres trucs autour. Ça a été créé par Linus Torvalds en 91, ça a été open sourcé en 92, et en fait ce qui est super intéressant, c'est que c'était le chaînon manquant à la communauté open source. Ça faisait plusieurs années que plein de gens faisaient des utilitaires, donc des gens qui avaient recodé tout ce qui était grep, tail, ce genre de choses. Ça, il y avait plein de gens qui les avaient refaits en open source, parce qu'à la base c'était du propriétaire. Par contre, le kernel, personne n'arrivait à en faire un qui fonctionne et qui soit correct. Il y avait les gens de chez Hurd qui essayaient depuis des années et des années, mais ils n'y arrivaient pas. Et du coup, quand Linus libère le kernel Linux, c'est une petite révolution parce que c'était la dernière brique qui manquait pour faire un système d'exploitation opérationnel et complètement libre. Mais le kernel, c'est pas un OS à lui tout seul. C'est-à-dire que si vous prenez le kernel Linux et que vous tentez d'en faire quelque chose, vous en tant que développeur ou en tant qu'utilisateur d'admin sys ou autre, vous allez un petit peu galérer parce que le kernel n'inclut pas tout ce qui est logiciel utilitaire de base. Donc ls, cat, more, tail, etc. Ça, c'est pas dans le kernel Linux, hein, c'est des utilitaires au-dessus. Donc ces trucs-là, ces logiciels utilitaires, il en existe plusieurs. Il existe les GNU Core Utils, ceux qui sont très souvent utilisés. Si vous êtes sur du Debian, du Red Hat Enterprise Linux, etc., c'est ce que vous avez. Il existe aussi les tools BSD, ceux de BusyBox aussi, qu'on peut retrouver de temps en temps. Et quand vous prenez le kernel, que vous lui rajoutez tous les petits logiciels utilitaires autour, ça fait à peu près un système d'exploitation. Alors pas giga utilisable, parce que du coup vous avez aucune bibliothèque système, donc typiquement glibc c'est manquant, donc si vous voulez faire quelque chose ça va être compliqué. Il vous manque un gestionnaire de paquets, donc vous ne pouvez pas installer de logiciel facilement sur votre système. Vous n'avez pas de gestionnaire de daemon, donc arrêter des services, les faire tourner en tâche de fond, c'est pareil, c'est compliqué. Donc en fait, pour faire tout ce travail-là, pour pas avoir besoin à chaque fois qu'on installe quelque chose sous Linux, de passer 25 minutes à se faire tout ce truc-là, même 25 minutes, quelques heures, on a des distributions qui vont nous packager tout ça. Et là, du coup, ça va être le rôle de Debian, Ubuntu, Alpine Linux, Red Hat Enterprise Linux, et ainsi de suite. Donc en vrai, quand on utilise Debian, on utilise la distribution Debian qui embarque les utilitaires GNU avec la bibliothèque glibc et le kernel Linux. Donc quand on dit on est sous Linux parce qu'on est sous Debian, en fait il y a une petite pile de trucs entre les deux. Donc normalement il faut dire Debian GNU Linux. Alors ça dans le milieu, dans l'écosystème open source, ils sont assez à cheval dessus et ils ont raison. Tout simplement parce que sachez qu'il existe encore une variante Debian GNU Hurd. Parce que le projet Hurd s'est pas arrêté et du coup vous pouvez encore télécharger. Vous allez sur le site de Debian, vous pouvez télécharger la variante Hurd. Elle est là, elle existe. Bref, je ferme la parenthèse et on revient du coup sur notre problème. On se pose à ce moment-là deux questions. Quelle partie du kernel casse? Donc à quel endroit se situe le bug? Et dans quelle version on a eu le breaking change? Bon, quelle partie du kernel casse?
on va avoir assez rapidement une réponse. On va regarder tout simplement les 3 appels de fonction mentionnés ici. On voit que c'est QED et QEDE. Ça nous donne une bonne indication de là où aller chercher. QED et QEDE, c'est des drivers qui sont intégrés au kernel, qui vont gérer plein de cartes réseau. Donc QED va contrôler directement le firmware, les interruptions système, etc. Il fait du très très bas niveau. QEDE, lui, il fait en sorte à ce qu'on puisse faire de l'Ethernet avec ces cartes-là, donc qu'on ne soit pas obligé de se réimplémenter le protocole à chaque fois. Mais ils ont plein d'autres copains, hein. Alors on va pas en parler aujourd'hui, mais on a du QEDR, du QEDI, du QEDF, il y en a plein d'autres, hein. Il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet, mais ils en sont quand même pas loin. Bon, maintenant qu'on sait à peu près vers où on doit aller chercher, la deuxième question c'est quand est-ce que ça a commencé à mal se passer? Alors l'idée bien évidemment n'est pas d'aller faire du name and shame, et de ne pas dire c'est toi, c'est ta faute, c'est toi qui a commis ce bug-là. Mais le but en fait c'est d'essayer de trouver l'endroit exact pour comprendre l'intention de la personne qui a apporté ce bug. Parce que la réalité c'est que cette personne-là, elle a voulu apporter une feature, et manque de bol, il y a eu un effet de bord qui a engendré une régression. Donc le but du jeu, c'est nous de comprendre ce que la personne a voulu faire pour ne pas rajouter une régression par-dessus la régression qu'elle a occasionnée. Parce que sinon on rentre dans un cercle infernal de régression et ça va mal se passer. Donc vraiment le but c'est de nous faciliter le fixe. Bon, entre la 4.15 et la 6.1, il y a 28 versions principales du kernel Linux qui sont sorties, en dehors des versions fixes, donc pour juste corriger des petits bugs. Et l'idée c'est de se dire, bon, on va monter de LTS en LTS. Donc une LTS c'est Long Term Support. Globalement en fait les versions LTS c'est des années qui vont avoir plusieurs années de support. Donc vous allez prendre, mettons le kernel 4.19 qui est une LTS, et vous savez que pendant 5 ans, 6 ans, vous allez recevoir des correctifs de sécurité dessus. Si vous ne prenez pas une LTS, vous n'avez que 6 mois. Donc en règle générale, quand vous allez en prod, vous prenez des versions qui ont du LTS, notamment Debian ne prend que des versions qui sont LTS. Et du coup, la première LTS après la 4.15, c'est la 4.19. Du coup, on se dit, bah allez, c'est parti, on reprend le code source de la 4.19, on le compile, on démarre le serveur avec, et ça échoue. Donc on se dit, bon, bah au moins, facile, on n'a pas eu besoin d'aller regarder longtemps. Inconvénient, c'est que ça fait quand même 6 ans du coup que le bug est là, puisque le 4.19, il date pas d'hier. Mais ok, le bug est quelque part entre la 4.15 et la 4.19. Et alors après, on a été très original sur la manière de procéder, on y a été par dichotomie. Donc on s'est dit, entre la 4.15 et la 4.19, le milieu, c'est la 4.17. Bon, ben c'est reparti, on reprend les sources, on recompile. Voilà, donc on repère bien 1h30 à tout compiler, démarrer le serveur avec et tout. Et 4.17, ça échoue aussi. Bon, bah dans le doute, hein, 4.16, et du coup on sera fixé sur quel endroit ça se situe. Et la 4.16, ça fonctionne. Donc on est quelque part entre la 4.16 et la 4.17. Et on n'a plus qu'à analyser les commits entre ces deux versions-là. Le gros point positif, c'est qu'entre la 4.15 et la 6.1 de l'époque, il y avait un peu plus de 980 commits à aller analyser. À 3, sur du réseau, des trucs en C, etc., donc sur lesquels on n'est pas spécialement confiant, c'est quand même un certain challenge. Là, il nous en reste 85 à aller regarder, donc 85, c'est un peu plus jouable. Voilà. Et en fait, on va trouver assez rapidement, on va trouver ce petit commit là, donc le 4364.5CE, qui rajoute une fonction qui s'appelle QED-MCP NVM Populate. Alors vous allez voir dans la suite du talk qu'ils ont un concours sur qui arrive à faire le nom de fonction le plus long, mais qui reste cohérent. Donc c'est pas la plus longue. Et c'est cette méthode qu'on retrouve dans les logs, puisqu'on la retrouve juste ici, la troisième ligne. Donc la première ligne d'erreur, c'est celle-là. On se dit, ça peut quand même être assez intéressant d'aller creuser par ici. Du coup, pour être sûr, en fait, on va prendre cette version spécifique du kernel, donc on va vraiment check out pile ce commit-là, on recompile, ça plante, et on prend le commit parent, celui qui est juste avant, et ça fonctionne. Donc on a bien trouvé l'origine précise de la régression, et maintenant on n'a plus qu'un seul commit sur lequel travailler pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et bien c'est parti, on va pouvoir aller regarder un petit peu notre fixe. Du coup, on commence à regarder notre fonction QED-MCP NVM-Populate, et en fait, elle est assez courte. Elle fait une vingtaine de lignes. Et là, vous avez le plus gros du code source. Et en fait, on se rend compte qu'on fait appel à une autre fonction qui est QED-MCP Beast NVM Get New Images. Voilà, je crois que c'est celle-là la plus longue. Et ensuite, on a deux vérifications en fonction du code de retour. En fait, on fait des actions différentes. Donc, si le code de retour, c'est cette opération n'est pas supportée, on affiche un message pour dire ah attention, cette feature n'est pas supportée, mais je vais quand même pouvoir continuer. Donc, j'ai un petit go to out qui me permet de sortir de la fonction, mais de continuer mon exécution. Et si je suis pas sur node sup, là en fait je vais dire j'ai eu mon fail getting number of images, et on retrouve bien du coup la petite erreur la petite log qu'on a eu tout à l'heure. Et allons voir l'autre fonction. Donc elle est encore plus courte parce qu'elle tient en entier dans l'écran. Je ne l'ai pas tronquée, hein. Là elle est intégrale.
Elle fait un appel du coup à QED MCP CMD. Donc en fait, cette commande-là, elle va vraiment exécuter des actions matérielles sur la carte. Elle va vraiment dialoguer en direct avec la carte pour obtenir des infos, etc. Et là, ici, on a une vérification. Donc si on a si on a un return code, on retourne sur return code. Et sinon, on fait un petit masque booléen pour aller regarder ce qui s'est passé. Et si c'est pas OK, on retourne error invalide. Voilà. Et là, du coup, error invalide, ça remonte et il nous dit, bah non, il y a un truc qui s'est mal passé. Donc, il faut qu'on regarde. Bon, bah, on a deux possibilités, on a deux if, donc eh ben, on va faire du haut niveau de debug. Alors là, attention, je vais vous montrer un outil incroyable, le print papat. Voilà, donc on rajoute papat 1 et papat 2 avec les retours de variables quand même, pour savoir ce qui est en train de se passer et nous permettre de comprendre dans quel if on est en train de rentrer. Donc vraiment, on est sur un niveau de, voilà, on est sur un niveau de debug assez élevé. Et en fait, l'erreur vient de la deuxième partie, donc elle vient de la partie avec le petit masque ici, là. C'est cette ligne-là qui nous pose problème. Donc on rentre dans ce cas-là. Et maintenant, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Du coup, on regarde, en fait, on recompile une fois de plus le kernel en rajoutant bah, le return code qui est obtenu. Et en fait, le code qui est obtenu, c'est 0x00000000. Et en regardant un petit peu à quoi correspond ce code d'erreur, et ben en fait, on se rend compte que c'est une opération non supportée. Donc, ce qui s'est passé, et c'est pour ça que dans l'abstract, je vous avais pas menti, hein, il y a deux lignes de code à réellement comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que la carte s'initialise avec get nvm info populate, qui contacte numimages, qui contacte mcp-cmd, qui fait des trucs avec le hardware. Le hardware lui répond, bah non, je sais pas faire, c'est pas supporté. Lui répond, je sais pas faire, c'est pas supporté. Lui, au lieu de renvoyer, c'est pas supporté, il renvoie, c'est invalide, et du coup, lui, il échoue, et puis merci, au revoir, les cartes ne démarrent pas. Donc on est sur un haut niveau de debug. Et en fait, ce qui est fou à se dire, c'est que ici, là, dans notre première fonction, on a notre vérification non supportée. Sauf que personne ne nous renvoie un non supporté. Résultat, on a ce bout-là de code qui est en réalité un bout de code mort, dans lequel on ne rentre jamais, tout simplement, parce qu'il attend une réponse qui ne peut jamais venir. Et du coup, eh ben, notre correctif, c'est ça. Voilà, c'est ces deux lignes-là de modification. On va tout simplement rajouter une vérification. Si le code n'est pas supporté, on renvoie non supporté, et puis sinon on continue notre sortie en invalide. Du coup maintenant, ce qui se passe, c'est que notre première fonction appelle nuimages, qui contacte le CMD, qui contacte le hardware lui dit toujours c'est pas supporté, lui dit toujours c'est pas supporté. Lui maintenant il est tout content, il lui dit ah bah non c'est pas supporté, et du coup lui dit juste ah bah ce truc là est pas supporté, je continue mon exécution de carte. On recompile du coup avec notre correctif. Alors on en profite, on prend la dernière version qui était disponible du kernel Linux, donc la 6.12, pas la 6.1 qui datait d'il y a un petit bout de temps. Et ben, ça fonctionne. Donc on a sauvé nos serveurs, on a sauvé un peu plus de 200 000 € d'invest. Donc on est quand même assez content. Et puis notre directeur général est content lui aussi. Et du coup, on est tout à fait content, nos serveurs fonctionnent. Et là, du coup, déjà, c'est pas mal. Mais on se dit, ça serait quand même dommage de ne pas contribuer, de garder ce truc-là en égoïste dans notre coin. Bon, bah, c'est quand même un petit peu dommage. Et du coup, on se dit, bah, on va soumettre la modification dans le kernel pour pouvoir la proposer à tout le monde, que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde reçoive ce correctif. Et là, on va découvrir du coup le kernel lore. Alors, le kernel lore, c'est l'historique complet du kernel Linux sous forme de mailing list. Alors, pour plein de raisons qui sont tout à fait légitimes. En fait, le kernel Linux, c'est trop gros pour être un projet Git standard, en tout cas géré comme un Git standard, avec des merge requests, avec ce genre de choses. Tout simplement, puisque dans le kernel Linux, en réalité, vous avez des tonnes d'équipes, de sous-équipes, vous avez des centaines de sous-équipes qui travaillent sur des parties très spécifiques. Là, par exemple, on est en train de corriger quelque chose qui touche au réseau. Les gens qui vont s'en occuper, c'est des gens qui font que du réseau et qui ne touchent qu'à ces trucs-là au quotidien. Donc, sur une merge request, quand vous avez un contributeur qui arrive et qui n'est pas capable de taguer la personne qui doit aller relire ou l'équipe qui doit aller relire, eh ben c'est compliqué. Du coup, ils se sont dit non, on va faire des mailing lists. Donc vous allez envoyer vos git diff par mail, voilà, et puis en fonction de l'endroit dans vous êtes, vous envoyez à une mailing list spécifique et du coup tout le monde la reçoit et tout le monde répond et puis c'est super. Donc tout se passe par mail. On envoie nos changes avec un descriptif complet de tout ce qu'on a effectué comme modification et avec notre git diff, en respectant à la lettre tout un ensemble de règles de soumission. Alors là, pour le coup, il y a 8 pages de règles de soumission. Il ne faut pas que vos lignes fassent plus de 100 caractères, il faut tronquer d'une certaine manière et tout. Enfin, c'est un petit peu relou, mais on s'y fait. Et en fait, toutes les réponses par mail vont servir de peer review et de relecture. Donc ce que vous faites habituellement dans votre GitHub PR ou dans votre GitLab merge request, eux, ils le font par mail. En vrai, ça marche pas si mal que ça. Et à la fin, un mainteneur effectue le véritable merge sur la codebase. Donc vous, en tant que contributeur du jour, vous n'accédez jamais à la codebase, vous ne faites jamais vous-même la validation de merge ou autre, vous n'y touchez jamais.
Notre mail, il ressemble à ça. Alors, on va pas le regarder en entier. Et là, il faut juste que je dézoome un petit peu parce que sinon, vous n'allez pas le voir en entier. Sauf que je peux pas dézoomer avec le contrôle moins. Ça va être rigolo. Bon, bah tant pis. Bon, allez, hop. Je me permets juste. J'ai un petit peu de temps d'avance. Il est là, le zoom. Tac. Voilà. Et on y retourne. Et du coup, ce qui est intéressant, on va pas regarder le mail en entier, mais le descriptif de ce qu'on a fait est quand même 8 fois plus long que le guide diff en lui-même. Donc c'est surtout cette partie-là qui est intéressante, c'est de dire que côté kernel Linux, ils sont super attentifs à tout ce qui est envoyé, tout simplement parce que c'est un morceau de code qui est énorme, hein, c'est utilisé par des milliards de devices. Donc, ils y font très attention et vous êtes obligé de montrer patte blanche à chaque fois, d'expliquer précisément ce que vous avez fait et notamment sur un correctif de bug, d'expliquer quel commit a engendré le bug, pourquoi vous êtes en train de le résoudre, comment vous l'avez constaté, et ainsi de suite. Donc c'est très surveillé et c'est vraiment très audité et c'est aussi pour ça que c'est standardisé du coup. Puisque peu importe là où vous êtes sur le kernel, vous aurez tout le temps la même syntaxe, la même manière de fonctionner, les mêmes contribution guidelines. C'est pour ça qu'ils y font aussi assez attention. Et au bout de quelques semaines, avec très peu de retours qui nous ont été faits, notre modification est émergée par quelqu'un de chez Red Hat, que je salue, et notre version est approuvée, et on arrive dans le code, du coup dans la prochaine version de Linux à l'époque, donc la 6.13, et comme c'est un bug fixe, on va être backporté jusqu'en LTS 5.4, qui datait de 2019. Donc tous les gens qui mettent à jour leur kernel et qui sont après la 5.4, normalement, ont reçu le correctif de sécurité. Bon, normalement le talk se finissait à peu près par ici, sauf qu'on est à Devox, c'est l'année de l'IA à Devox, donc je me suis dit, hier soir à l'hôtel à minuit 30, si on avait demandé à l'IA de nous faire ça en 2026. Et du coup, j'ai demandé à 2 agents que j'avais déjà installés sur mon poste, donc Junai de JetBrains et Claude, que tout le monde connaît à peu près, en tout cas ça fait 3 jours qu'on en parle, donc normalement j'ai plus besoin de faire les présentations. Donc ce que je fais, c'est que je télécharge un point zip du dépôt avant le patch, donc avant le correctif. Et je vais lui poser la première question, donc je l'ai fait avec les 2 agents. Je vais lui dire, j'ai une erreur quelque part, fail getting number of images, est-ce que tu pourrais me dire à quel endroit c'est situé? Et là, ils vont mouliner un petit peu, on parlera un petit peu après du temps global que ça m'a pris, mais ils vont m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, donc ils vont bien me trouver hein, que c'est potentiellement dans les fichiers que j'ai été modifiés. Donc les deux s'en sortent plutôt bien. Et puis du coup, je vais lui dire, ok, je suis en train de regarder un petit peu dans mes logs, et visiblement c'est ce fichier-là là, qui me pose problème. Est-ce que tu me trouves un bug obvious que toi tu pourrais corriger? Et là, après 45 minutes à attendre que Claude me mange des tokens, il finit par me dire oui, oui, c'est bon, j'y suis arrivé. Et Junai a mis du temps aussi, mais il n'y a pas beaucoup de notions de tokens dans Junai, c'est un petit peu spécifique leur manière de facturer. Et je vous avoue que j'ai pas encore tout à fait compris comment ils me facturent, donc j'y fais attention. Mais ils arrivent à me sortir le fixe. Donc c'est assez intéressant. Par contre, c'est quand même sur un bug d'il y a 1 an et demi. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que tu as utilisé des informations qui viennent de la codebase, du kernel lore, du kernel changelog ou autre? Juno, il me répond juste non. Voilà, donc au moins c'est rapide. Et Claude me fait une petite disserte en m'expliquant que oui, non, il a que fait du local, du grep, etc. Bon, à vous de décider si vous leur faites confiance ou non, étant donné que, vu que mon correctif qu'on a effectué à l'époque date d'il y a 1 an et demi, le modèle a probablement été entraîné dessus, puisque le kernel Linux fait quand même une super base de code pour aller entraîner des IA. Donc à vous de décider de le croire ou non, mais en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Et vu que je ne peux pas aller le vérifier, je lui fais confiance. Donc nos 2 LLM arrivent à trouver l'erreur et à le corriger. Et je vais en profiter, je vais rezoomer un tout petit peu puisque là, hop, voilà. Et à le corriger. Alors je vais aussi demander à Gemini et à ChatGPT, mais sans qu'ils aient accès direct au code. Du coup, forcément, ça s'est beaucoup moins bien passé pour eux, mais c'est normal, ils n'avaient pas accès au code. Donc ça a été un petit peu plus compliqué, ils n'y sont pas du tout arrivés. À vous de croire sur parole, du coup, les modèles, quand ils disent n'avoir rien utilisé. Ça, pour le coup... Pourquoi mes slides se mettent plus à jour? Ah, voilà. Donc à vous de croire sur parole les modèles, puisque là, j'ai pas moyen de vous prouver que c'est véridique. Juni, par contre, truc intéressant, il a apporté des changements qui n'étaient pas volontaires sur 3 autres fichiers. En fait, il a trouvé, je pense, un bug qui pourrait avoir lieu dans d'autres parties du fichier. Il s'est dit, la même ligne de log est présente à d'autres endroits, donc dans le doute, je vais le corriger aussi. Par contre, Claude, lui, il a été très propre. Il a modifié que le fichier, pile la modif que nous, on avait fait. Enfin, très très bien. Mais Juni a apporté 2-3 petites autres modifications. La performance reste quand même assez cool, puisqu'au final, ça m'a pris une petite heure à peine à faire. Ça m'a mangé 7%, je crois, de mon quota hebdo sur Claude.
Et Junai, ça m'a cramé des tokens, mais je sais pas précisément combien. Donc voilà. Forcément, les modèles sans accès au code source se sont bien moins comportés. Et ouais, ça m'a pris un petit peu moins d'1 heure. Un dernier truc aussi, c'est que pour le coup, c'est des modèles distants. Donc là, je me suis permis, puisque le code source est ouvert, qu'on sait parfaitement qu'il a déjà été moulineté par toutes ces IA, faites quand même attention, c'est des modèles distants. Vérifiez bien la politique de traitement des données qui sont utilisées. N'envoyez pas du code source propriétaire si vous n'êtes pas certain qu'ils ne vont pas s'en servir pour réentraîner les modèles derrière. Et pouvez-vous vraiment être certain? Ça, je laisse la question pour votre service juridique. Je ne m'engagerai pas là-dessus. Pour conclure, on a eu de la chance dans notre debug. Pourquoi est-ce qu'on a eu de la chance dans notre debug? Tout simplement parce qu'on est parti sur une Ubuntu 18. Et la réalité, c'est que si Ubuntu 18 avait été release 4 mois plus tard, on n'aurait pas trouvé le bug. Le bug aurait aussi été présent en Ubuntu 18 et on aurait abandonné. Donc c'était très artisanal comme manière de trouver le bug, on en est parfaitement conscient. Ouais, on a eu de la chance sur cette partie-là. Sur le reste, après, c'est beaucoup moins de la chance, mais cette partie l'est complètement. Linux, c'est super, et le fait que ce soit open source, encore plus. Alors là, oui, je sais, vous dites, bon, ils viennent nous dire quand même qu'il y avait un bug qui était là depuis 6 ans et demi, donc c'est un petit peu bizarre. Ouais, mais la réalité, c'est que comme il est open source, on a pu comprendre d'où venait le bug. On a pu l'investiguer, on a pu le corriger, on a pu le proposer à la communauté. Et on a pu faire ça dans notre coin, tranquillement, à 3 personnes. On aurait été sur du propriétaire, sur du fermé, on aurait été obligé d'ouvrir un ticket de support. Le ticket de support, il aurait été ouvert par une entreprise qui fait moins de 3 millions de chiffres d'affaires annuels. Comment vous dire, pas spécialement une grosse priorité pour la majorité des gens qui vendent du contrat de service et de prestat. Et résultat, ça aurait sûrement été un ticket, c'est super chiant, il n'y a qu'une seule entreprise dans le monde qui a le problème. En tout cas, nous, on avait cherché pendant un bout de temps, personne n'avait eu le même problème sur Internet. Et de toute façon, le contrat de maintenance, ça n'aurait pas été plus de quelques centaines de milliers d'euros, donc le truc aurait été placé tout en bas de la pile de oui, oui, on s'en occupera un jour, et on serait sûrement encore en train d'attendre. Là, on a pu qualifier le problème, on a pu le comprendre, on a pu le résoudre, on a pu le proposer à la communauté, et on a pu faire en sorte à ce que plus personne n'ait jamais le même problème. L'autre point, c'est qu'aucun système n'est infaillible, même le meilleur de tous. Le kernel Linux, c'est vraiment un énorme morceau de code qui est audité, qui est surveillé et qui est majoritairement développé, maintenu par des gens qui sont excessivement compétents, qui se comptent en très petit nombre dans le monde. Et malgré tout, malgré toute la vigilance qui est apportée, on peut avoir des bugs. Donc pensez bien à la loi de Murphy, aucun système n'est infaillible, les vôtres ne le seront pas, ceux que vous utilisez en open source ou en source fermée ne le sont pas non plus. Et enfin, et c'est le point le plus important, et s'il y a un truc à retenir de cette présentation, c'est ça, c'est que si 3 personnes qui ont 4-5 ans d'XP, ils sont arrivés au fond de l'Auvergne, dans une PME, pour un bug obscur sur un truc qu'ils ne maîtrisaient pas, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc n'hésitez pas à contribuer à l'open source, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un commun numérique, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ces choses-là à notre disposition, d'avoir de tels projets à notre disposition, et c'est en partie grâce à toutes les petites contributions individuelles, même sur des typos, même sur de la doc, même sur des bugs tout bêtes comme celui qu'on vient de présenter aujourd'hui, que ces projets-là peuvent vivre, que ces projets-là prospèrent et que ces projets-là peuvent durer dans le temps. Donc contribuer à l'open source, c'est vraiment le message le plus important. Ça peut faire un petit peu peur au début, mais en réalité, dès que vous allez commencer à proposer des modifications, vous trouverez toujours des gens hyper bienveillants pour vous aider, pour vous accompagner à faire vos premières contribs. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois qu'il me reste quelques minutes. Pensez à me faire le feedback juste ici, et si vous voulez, vous aurez les slides qui sont à dispo ici. Merci beaucoup. Avant que tout le monde se lève d'un coup comme aux avions, est-ce qu'il y a des questions pour notre speaker? Bravo pour des questions. Oui. D'abord, merci pour la présentation et pour la correction du bug. Je voulais savoir s'il y avait déjà eu une étape où juste soumettre qu'il y avait un bug, ça a été évoqué, ou c'est la curiosité qui l'a emporté? Du coup, la question, c'est est-ce qu'on a pensé à juste report le bug au lieu de le corriger? Non, la curiosité l'a emporté. En toute honnêteté, la curiosité l'a emporté. On s'est dit, c'est trop beau pour être vrai, ça nous donne une occasion d'aller faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, et du coup, on n'a pas pu résister. Bon, et merci aussi pour le talk. Merci. Et, question, en fait, tu as dit que dans les codes originaux, en fait, il y avait un morceau de code où on passait jamais, en fait. C'est ça. Et je me pose la question sur les tests unitaires, en fait. Il n'y avait pas de tests sur cette partie-là? Ou Alors, vous n'avez pas fourni des tests en plus? Du coup, la question, c'est sur la partie test unitaire. Pourquoi est-ce qu'on a eu du code mort dans lequel on ne passait jamais?
c'est compliqué. Il y a des endroits où il y a des bouts de test, il y a des endroits où il n'y en a pas encore. Ça dépend de pas mal de choses. Là, en l'occurrence, non, il y avait pas spécialement de test unitaire sur cette partie-là. Après, sur cette partie-là, sur la partie des drivers réseau, il y a un énorme problème de maintenance en réalité dessus. Pas parce que les gens font des choses mal dedans, le code est très propre en réalité, mais le souci c'est que ce sont des drivers qui sont censés être génériques. Et du coup, ils ne peuvent pas tester des dizaines de milliers de références de cartes à disposition. Donc des problèmes qu'ils peuvent rencontrer eux sur leur modèle de carte vont éclipser des problèmes qu'on va trouver sur d'autres références. Donc là c'est plus un problème, c'est qu'on est tellement proche du matériel qu'ils ne peuvent pas techniquement tester tous les matériels, toutes les références possibles. C'est pareil d'ailleurs pour Windows et Microsoft, vu que leur OS est agnostique du matériel, c'est très compliqué pour eux de pouvoir tester tous les cas possibles. Chez Apple, ils ont beaucoup moins le problème, puisqu'ils contrôlent précisément l'écosystème et sur quel système et sur quel hardware le matériel, le logiciel est déployé. Mais là, du coup, c'est... Ouais. Ok, vous savez pas fournir des tests pour les fixes, non? Alors, le test pour le fixe, je ne sais plus si on l'a fourni, non, je ne crois pas qu'on l'ait fourni, mais je crois que c'est parce qu'il n'y en avait pas du tout sur cette partie-là, et du coup, ça aurait été une PR de la mort avec beaucoup trop de lignes, etc. Et on va pas se mentir, nos compétences en C dans l'équipe sont très limitées, donc framework de test en C, je ne sais pas si on a, et je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, on a fait le fixe et on laisse le soin à notre contributeur d'aller apporter sa pierre à l'édifice là-dessus. Oui. Oui, oui, en effet, c'est un enjeu sur les régressions. Et d'autant plus quand on est proche du matériel, on n'est jamais capable de savoir si on n'est pas en train de casser autre chose pour une autre personne avec une autre carte différente de la nôtre. D'autres questions? Qui parle à la personne qui veut une question ou c'était à jamais? Non, tu pourras prendre des questions après, hein. Oui, bien sûr, je suis là jusqu'à ce soir, donc n'hésitez pas à venir me voir, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.